Bienvenue dans ce webinaire pour la Journée mondiale des zones humides 2025. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Clément Bastin, je suis chargé de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne et je suis notamment le coordinateur pour la Bourgogne du pôle milieu humide Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, c'est donc moi qui vais animer ce soir ce webinaire sur les zones humides de Bourgogne-Franche-Comté, un patrimoine naturel à préserver. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, le pôle milieu humide Bourgogne-Franche-Comté, c'est un programme régional qui est coporté par les deux conservatoires d'espaces naturels de Bourgogne et de Franche-Comté. Et donc, notre rôle, c'est vraiment d'être une cellule d'appui pour tous les acteurs du territoire qui sont associés de près ou de loin au milieu humide, et puis d'animer aussi tout un réseau d'acteurs sur cette thématique-là. Donc, je vous propose qu'on démarre, si ça veut bien fonctionner, par une petite introduction. Sur des définitions simples, hein, pour reprendre un petit peu les bases. Que sont les zones humides? Les milieux humides, pardon, ce sont des espaces naturels qui sont caractérisés par deux grands critères. Donc, soit la présence d'eau en surface et ou dans les sols au moins une partie de l'année, c'est-à-dire qu'on a des sols qui sont gorgés d'eau sur une partie de l'année, et ou la présence de plantes qui sont adaptées et spécifiques à ces milieux-là et qui sont capables de se développer dans ces conditions particulières. Donc, c'est les deux critères qui nous permettent de nous situer sur un milieu humide ou non. Si l'un des deux critères est présent, on peut considérer qu'on est sur un milieu humide. Milieu humide ou zone humide, c'est une différence de langage que, voilà, on a, par abus de langage, on a tendance à parler très, très souvent de zone humide. La différence entre ces deux termes-là, c'est qu'une zone humide, elle désigne la même chose qu'un milieu humide, mais elle a un aspect qui est plus réglementaire. Elle a une portée réglementaire. Elle est définie dans un arrêté qui date de 2008. Et c'est pour ça que dans nos travaux, on fait pas de réglementation. On a plutôt tendance à utiliser le terme milieu humide. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à utiliser le chat pour poser vos questions. Et voilà, on n'hésitera pas à y répondre à la fin de la présentation et à bien couper tous vos micros durant la présentation. On n'hésitera pas à revenir sur l'ensemble de vos questions. Merci. Pour faire simple, pour continuer sur nos définitions, les milieux humides, on peut vraiment les considérer comme des espaces de transition entre les milieux terrestres et les milieux aquatiques. On différencie vraiment les milieux terrestres et les milieux aquatiques, et on peut dire que les milieux humides, c'est vraiment cet espace de transition entre les deux. Donc, les milieux humides en Bourgogne-Franche-Comté, on a la chance d'avoir une grande diversité de milieux humides qui se rencontrent surtout le long de nos cours d'eau. Si on les prend de l'ordre d'amont en aval, on va avoir déjà en altitude les sources, les zones de sources de nos cours d'eau. Puis les milieux assez particuliers que sont les tourbières, qui sont énormément présents dans le massif du Jura, mais qu'on retrouve aussi un petit peu dans le Morvan. Les lacs de montagne, les formations à hautes herbes ou mégaforbiers, les marais, les bras morts de cours d'eau, c'est-à-dire des anciens bras de la rivière qui ont été abandonnés par le cours d'eau. Voilà, un cours d'eau, c'est toujours en mouvement, donc il a tendance à se déplacer dans le temps. Et donc, il laisse derrière lui des bras qu'on appelle des bras morts, qui restent quand même, qui ont toujours un potentiel voilà, de stockage d'eau en cas de crue et qui gardent un sol qui est vraiment humide. On peut aussi avoir les prairies humides, les mares, les queues des étangs et les forêts alluviales ou ce qu'on appelle la ripisylve. Donc la ripisylve, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et on considère que c'est toute la végétation arbustive et arborée à proximité des cours d'eau. C'est ce qui fait la couverture végétale sur les bords des cours d'eau. Aujourd'hui, sur la Bourgogne-Franche-Comté, on a environ 265 000 hectares de milieux humides qui ont été recensés, mais c'est vraiment des données qui sont non exhaustives. Pour avoir vraiment des données complètes, il faudrait passer énormément de temps à inventorier ces milieux-là. On en oublie toujours forcément, donc c'est un chiffre qui est en constante évolution au fil des années. On va passer en revue quelques exemples de milieux humides. Alors, la ripisylve, comme je vous expliquais, vous le voyez sur la photo de gauche, on est le long d'un cours d'eau et c'est toute la strate arborée qui est en fait de part et d'autre de la rivière.
c'est ce qu'on appelle la réphycile, donc la végétation de berge. Les boisements humides, qui ont tendance à accueillir des essences un peu typiques de ces milieux-là. Donc, on pense très facilement aux saules et aux aulnes, qui sont typiques de ces boisements humides. On a aussi donc les queues d'étangs et les roselières, les bras morts de cours d'eau, donc j'expliquais juste tout à l'heure ce que c'était exactement. Les formations à hautes herbes, on appelle aussi mégaforbiers, les marais ou les tourbières, les prairies humides fauchées. Il faut savoir que voilà, un milieu humide, ça peut aussi être quelque chose qui est exploité par la main de l'homme. Donc une prairie humide, elle peut complètement, on en reviendra dessus tout à l'heure, mais elle peut complètement avoir des activités humaines sur ces parcelles-là. Et donc les prairies humides fauchées en sont un bon exemple. Les mares aussi, ou les prairies humides qui sont pâturées par le bétail. On considère aussi les milieux humides artificialisés, donc certains bassins un petit peu de stockage d'eau pluviale, les noues paysagères qui se développent de plus en plus dans nos villes. Et puis, pareil, dans les milieux humides qui sont un petit peu artificialisés, c'est les peupleraies. Voilà, on parle d'artificialisation parce qu'on est vraiment sur une plantation d'arbres qui est de toutes parts de la main de l'homme. Donc voilà un petit peu pour le tour de la définition, pour qu'on pose un petit peu les bases sur qu'est-ce qu'un milieu humide. Maintenant, on va s'intéresser les milieux humides sont des milieux utiles. Les milieux humides, ils ont trois grandes fonctions qui les caractérisent. Donc, il y a une fonction hydrologique, une fonction biogéochimique et une fonction écologique. On va détailler ces trois fonctions les unes après les autres juste après, mais c'est vraiment ces trois fonctions-là qui déterminent le bon état d'un milieu humide. Donc, on va commencer par la fonction hydraulique. Il faut savoir que les milieux humides, ils stockent de grandes quantités d'eau et de sédiments en période de forte pluie ou lors des crues. On le voit pas forcément, c'est pas parce qu'on a une hauteur d'eau visible qu'on a du stockage. On a aussi énormément de stockage qui est souterrain, qui est vraiment dans le sol. Et donc, ce stockage-là, ça permet de réguler les flux d'eau en surface, de recharger les nappes en période hivernale et de les décharger au fur et à mesure de la période sèche. Et puis, ça permet de retenir aussi certains sédiments et éviter des phénomènes d'érosion. Cette fonction hydraulique, elle a été estimée d'un point de vue budgétaire et les résultats qui ressortent, c'est qu'un hectare de milieu humide qui est préservé, ça permettrait d'économiser entre 37 et 617 euros par an au titre de la lutte contre les inondations. C'est pour vous donner une idée, c'est voilà, les dégâts qu'on pourrait éviter si on a un hectare de milieu humide qui est en bon état, qui est fonctionnel, voilà, sur ce qu'on pourrait économiser en lieu et place de si on n'avait pas ces milieux humides-là. Sur la droite, vous avez les deux schémas de fonctionnement des cours d'eau en présence et en absence de milieux humides. Donc, sur le schéma du haut, vous avez un réseau de milieux humides qui est assez dense et fonctionnel. Et donc, on le voit que quand on a voilà, de fortes précipitations qui ont tendance à faire monter les cours d'eau en crue, euh, les milieux humides permettent de décréter les pics de crue. Donc, c'est le petit schéma que vous voyez en haut à droite entre le débit et le temps. Ça permet en fait de tamponner l'arrivée rapide de l'eau et de la restituer au fur et à mesure du temps, sur une beaucoup plus longue durée. Et tandis que si vous n'en avez pas, c'est le schéma du bas. Là, vous avez les précipitations qui tombent rapidement, comme on le connaît ces dernières années. Et là, automatiquement, vous avez les cours d'eau qui drainent en fait, qui drainent les rivières et qui montent très rapidement en crue. Et c'est là qu'on a des débordements et des phénomènes d'inondation. C'est la petite illustration qui est au-dessus du schéma du bas. Ensuite, on va faire un petit point sur la fonction biogéochimique de ces milieux humides. Donc, leur fonction biogéochimique, elle est due notamment à la végétation qu'elles abritent. Elles possèdent une végétation qui est très particulière et qui pousse seulement dans les milieux humides et qui est une alliée pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, ça permet de ralentir la circulation de l'eau et de retenir certains sédiments. En fait, c'est vraiment
faut imaginer une force de frottement sur un écoulement. Le fait qu'il y ait cette végétation-là, il va venir ralentir l'écoulement. Ça permet d'exporter des nutriments, de retenir du carbone qui va être absorbé par les espèces végétales, retenir certains polluants, on appelle les éléments traces ou les micropolluants, et ça permet ensuite d'exporter certains de ces polluants-là. Et là, pareil, c'est une donnée qu'on a essayé de chiffrer. Et donc, pour un hectare de milieu humide préservé, ça permettrait d'économiser environ 2 000 € par habitant et par an pour le traitement de l'eau potable. C'est vraiment, en fait, un phénomène épuratoire qui nous est rendu gratuitement par ces milieux humides-là et qui permettent de faire un premier travail, voilà, de filtration des eaux qui vont se retrouver à un moment ou à un autre dans le réseau d'eau potable. Donc là, c'est un petit schéma qui illustre notamment sur la rétention des nitrates. Il faut savoir qu'un milieu humide qui est très fonctionnel, qui est en parfait état, il peut retenir et piéger jusqu'à pratiquement 100% des nitrates qui peuvent arriver dans l'eau. Donc il faut imaginer là un écoulement qui vient de la gauche en allant vers la droite, avec une eau qui est chargée en nitrates. Et de par la ripisylve qui va venir pomper et filtrer cette eau-là, on va déjà avoir un premier phénomène de rétention qui va enlever une bonne partie des nitrates. Et puis quand on va se rapprocher d'un milieu humide, par exemple une roselière ici, vous allez avoir une deuxième rétention qui va retenir les dernières grandes quantités de nitrates jusqu'à faire pratiquement disparaître ces nitrates. Enfin, troisième et dernière fonction, la fonction écologique. Donc, ces milieux humides, ils sont indispensables à de nombreuses espèces, qu'elles soient animales, végétales ou même des champignons, pour tout ou partie de leur cycle de vie. Il faut savoir que ces milieux humides-là, ils abritent plus de 40% des espèces de la planète, qu'elles soient ordinaires, rares et protégées. Donc, au niveau des différents taxons, il y a 30% des plantes remarquables et menacées qui dépendent des milieux humides en France, 50% des oiseaux qui sont aussi dépendants de ces milieux-là, 66% des poissons et la totalité des espèces amphibiens présentes en France. On est sur des espèces qui ont besoin de se reproduire dans des milieux humides. Et donc, pour certaines espèces, c'est le cas des amphibiens, ces milieux constituent les seuls et uniques lieux de reproduction. Sans ces milieux-là, les espèces sont vouées à disparaître. Donc, on va faire un petit tour maintenant assez rapide sur voilà, les différentes espèces qu'on peut retrouver et qui sont vraiment spécifiques à ces milieux. Donc, au niveau de la flore, on peut retrouver l'iris des marais, la lèche, le jonc, avec diverses espèces, les roseaux, la renoncule, la reine des prés, la drosera, qui est une plante carnivore qu'on a tendance à trouver notamment dans les tourbières, et les saules. Et si on s'intéresse un petit peu plus à la faune, voilà quelques espèces qui sont aussi spécifiques à ces milieux humides-là et qu'on retrouve dans nos régions. Donc, en premier lieu, un petit papillon qui s'appelle le cuivré des marais, qui lui est adapté aux prairies inondables, parce que ces chenilles, elles résistent notamment à une immersion prolongée dans l'eau, et, euh, et après, elles permettent d'avoir l'imago par la suite à la belle saison. On a aussi le triton crété, qui est comme tous les amphibiens, il a besoin de points d'eau pour se reproduire, et qui est aujourd'hui une espèce assez en danger sur notre territoire, avec la disparition de ces habitats-là. La rousserolle effarvate, qui est un oiseau pareil, qui est spécifique des roselières, et une autre espèce de plante qu'on retrouve au printemps, la fritilière pintade, qui fleurit dans les prairies inondables. Donc toutes ces fonctions, voilà, c'est des choses qui sont juste naturelles pour les milieux humides. C'est quelque chose voilà, qu'ils mettent en place naturellement. Et ces fonctions-là, elles nous rendent de nombreux services pour nous, les hommes. Donc, on va faire un petit peu le tour des différents services qu'elles peuvent nous rendre. Donc, tout d'abord, le service de production. Elles produisent une grande quantité de fourrage et de bois, donc de matières premières. Elles fournissent également près de 25% de l'alimentation mondiale à travers la pêche, la chasse et l'agriculture.
En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des espaces qui sont très importants pour l'agriculture, avec une grande partie qui est dédiée à l'élevage. C'est près de la moitié des milieux humides qui sont utilisés notamment pour l'élevage, donc en majeure partie pour abreuver le bétail. Il y a aussi, du coup, c'est utile pour les cultures maraîchères ou céréalières, permettre en fait d'avoir un certain stock d'eau dans le sol, et aussi pour la sylviculture, donc la production et la culture du bois. Ce sont des milieux qui nous rendent aussi des services pour on va dire les loisirs et le tourisme. Donc, ce sont des lieux qui sont voilà, qui peuvent être visités où on peut pratiquer certaines passions, donc comme la pêche, la chasse, les baignades. Et donc, c'est une aubaine pour le tourisme de par cet intérêt paysager d'avoir des milieux de ce type-là. Donc, on a pas mal de milieux humides qui ont eu des aménagements pour justement ouvrir ces sites au public avec de nombreux supports pédagogiques pour découvrir la biodiversité. Ces pratiques-là, elles sont complètement compatibles avec la préservation des milieux humides si cela se développe en respectant le fonctionnement des milieux humides et la biodiversité. C'est-à-dire voilà, qu'il faut avoir quand même une certaine conscience écologique dans la mise en place de ces pratiques. Ce sont des milieux qui nous rendent service avec le service de puits de carbone. Alors là, sur ma slide, on a mis le doigt notamment sur le rôle que peuvent jouer les tourbières. Les tourbières qui sont en bon état, qui sont encore fonctionnelles, permettent de stocker une énorme quantité de carbone pendant des milliers d'années. Elles accumulent, pour vous donner une idée, 2 fois plus de carbone que les forêts et elles contribuent fortement à atténuer du coup le réchauffement climatique global. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les tourbières qui stockent du carbone, on a aussi les prairies. Le fait d'avoir une parcelle en prairie, elle va stocker beaucoup plus de carbone qu'une parcelle en culture. Donc, c'est des choses qui sont aussi importantes et qui, malheureusement, aujourd'hui, on voit de plus en plus l'élevage diminuer, voire disparaître dans certaines zones et de nombreuses prairies être retournées voilà, pour être mises en culture. Et c'est des choses qui vont, du coup, qui ne contribuent pas justement à cette fonction, enfin, ce service, pardon, de puits de carbone. Donc, pour vous donner, pareil, quelques éléments chiffrés, les tourbières, ça représente 3% des terres émergées et elles sont capables de stocker 450 gigatonnes de carbone, qui représente un tiers du stock de carbone total des sols et ce qui représente aussi 75% de tout le CO2 atmosphérique, donc les trois quarts du CO2 atmosphérique. Donc, c'est pour vous dire l'importance de la préservation de ces tourbières. Donc, on en a terminé sur voilà, les milieux humides, milieux utiles, sur les fonctions et services rendus par ces milieux-là. Donc, on va maintenant passer sur quelque chose qui est aussi important et voilà, sur le constat qu'on fait depuis maintenant de nombreuses années, c'est que ce sont des milieux qui sont en danger. Il y a un constat qui est quand même très alarmant. Il faut savoir qu'en France, près de 70% des milieux humides ont disparu au cours du XXe siècle, soit environ 2,5 millions d'hectares. Donc voilà, à titre de comparaison, c'est à peu près 3 fois l'accord. Et les milieux humides qui sont restants, eh ben, ils sont malheureusement très souvent dégradés. Et donc, il y a plusieurs causes à cette dégradation et à cette disparition des milieux humides. Tout d'abord, il y a les besoins de plus en plus importants de surface pour les villes et les routes, donc la menace de l'artificialisation et de l'urbanisation qui engendre la destruction des milieux humides. On a des pratiques agricoles qui sont aussi de plus en plus impactantes, avec de nombreux drainages des terrains. Et là, comme j'expliquais tout à l'heure, la mise en culture de prairies un petit peu historiques. On a des plantations d'arbres de production, comme le peuplier, qui lui est un grand consommateur d'eau. Donc, il est souvent voilà, exploité sur des milieux humides parce qu'on le sait qu'il a besoin d'eau pour se développer. Et donc, en fait, il vient un petit peu pomper toute la réserve d'eau du sol. On a aussi les pollutions via les pesticides, les nitrates et la dégradation de la qualité de l'eau. On a des aménagements qui sont non adaptés sur les cours d'eau via des canalisations de cours d'eau, la mise en place de barrages, tout autre ouvrage, voilà,
qui peut altérer justement la qualité de nos cours d'eau et des milieux humides annexes, pardon. Et puis enfin, bah, il y a l'abandon aussi et l'absence d'entretien par l'homme. Il faut savoir que voilà, les milieux humides, eh ben, ils ont toujours été plus ou moins utilisés par l'homme, notamment dans le pâturage ou dans la fauche pour la production de matières premières. Et quand on a des parcelles bah, qui sont abandonnées ou qui ne sont plus du tout entretenues, et ben, la nature reprend un petit peu ses droits aussi et on a souvent le développement ben, de strates arbustives et arborées qui viennent complètement fermer le milieu et qui vont faire disparaître avec le milieu humide les nombreuses espèces qui étaient spécifiques à ce milieu. Alors, on en fait le constat, les milieux humides disparaissent et alors, quelles en sont les conséquences? Eh ben, les conséquences, elles sont problématiques du fait elles ne jouent plus leur fonction hydrologique, et ben, on a de fortes inondations et aux dégâts matériels, voire humains, voilà, qui se multiplient chaque année. On l'entend de plus en plus souvent voilà, aux informations, hein, un petit peu dans tous les coins de la France. Cette année, on a eu la spécificité aussi en Espagne avec de fortes inondations. Donc voilà, c'est un des constats, enfin une des conséquences, pardon, de la dégradation de nos milieux humides. On a une dégradation de la qualité de l'eau et des réserves d'eau potable. Donc là, c'est directement lié avec la fonction biogéochimique de ces milieux. On a plus cette filtration naturelle et gratuite de l'eau qu'on consomme. Et donc, ben, finalement, ça représente soit des coûts qui sont vraiment exponentiels, soit voilà, une qualité de l'eau qui est de plus en plus médiocre et qui demande de plus en plus de traitement. Ça entraîne aussi bah, des dommages pour notre patrimoine naturel, avec la disparition voilà, de milieux et de paysages de notre région. La chute, voire même la disparition d'une biodiversité spécifique. Comme je vous le disais, eh ben, on a des espèces qui sont vraiment dépendantes de ces milieux-là. Et sans ces milieux, ben, elles sont simplement vouées à disparaître. Et puis, on va aussi accélérer bah, le processus du réchauffement climatique, avec notamment bah, le rôle des tourbières. Les tourbières qui sont détruites, elles vont relarguer une quantité toute la quantité de carbone qu'elles pouvaient stocker, elles vont la relarguer dans l'atmosphère et on va donc contribuer toujours un peu plus au processus de réchauffement climatique. Donc, la préservation de ces milieux et leur maintien en bon état de santé, elle est essentielle et elle est désormais reconnue d'intérêt général. Donc voilà le constat, les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer un petit peu la donne? Eh ben déjà, il faut qu'on continue d'améliorer notre connaissance sur ces milieux-là. Il faut les recenser et évaluer leur état de santé à travers l'ensemble des territoires. Donc c'est ce que porte le pôle milieu humide Bourgogne-Franche-Comté. On est administrateur de la base de données régionale des milieux humides, c'est-à-dire qu'on recense toutes les données d'inventaire qui sont réalisées à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. On stocke tout dans une base de données et qu'on met à disposition de tous les acteurs du territoire qui voudraient voilà, travailler sur ces milieux humides. Il y a aussi le fait d'acquérir des milieux humides. Donc, par acquérir, on entend soit obtenir la maîtrise foncière directement via un achat de parcelles, ou même simplement avoir la maîtrise d'usage. Donc, c'est passer par voilà, des différents outils de convention, des bails ruraux à clause environnementale, des choses comme ça, sur lesquels on peut inscrire justement des modalités de gestion qui sont en faveur de ces milieux humides. Aujourd'hui, on a toute une liste d'outils fonciers qui nous permettent de travailler voilà, avec soit les propriétaires, soit les exploitants de parcelles qui seraient en milieu humide. Et puis après, quand on a tout ça, eh ben, on peut aussi venir restaurer et entretenir les milieux humides qui sont jugés prioritaires. Donc, soit restaurer ceux qui sont altérés, ou venir préserver ceux qui pourraient remplir encore à peu près leur fonction. Donc, on va passer un petit peu sur voilà, tous les rôles que peuvent jouer les différents acteurs de notre territoire. Donc, si vous êtes élu d'une collectivité, eh ben, il est possible déjà de sauvegarder les milieux humides qui sont présents sur votre commune et dont la commune est propriétaire.
Il y a un autre, un gros sujet que, voilà, qui est souvent en discussion ces derniers temps, c'est d'intégrer les milieux humides dans les documents d'urbanisme. C'est un gros projet, voilà, qui se met en place un petit peu partout maintenant. C'est vraiment d'avoir la connaissance du territoire et notamment des milieux humides existants pour pouvoir les intégrer aux différents plans documents d'urbanisme, comme le plan local d'urbanisme ou les SCOT dans les agglomérations. Ça peut être de respecter l'interdiction d'utiliser des phytosanitaires pour vos espaces verts et bords de route, ou même juste mettre en valeur ce patrimoine via des sentiers de découverte, des expositions, des animations, des sorties dans la nature pour mettre en valeur ces milieux-là. Et il faut savoir que vous pouvez mobiliser des financements pour une gestion durable de vos milieux humides en tant que collectivité. Si vous êtes plutôt un agriculteur ou une agricultrice, eh ben, il est complètement possible de prendre en compte les milieux humides dans la gestion de vos parcelles et puis d'adapter vos pratiques. Comme je le disais tout à l'heure, eh ben, l'élevage est quand même un petit peu plus vertueux que la culture ou la culture monospécifique, du moins, pour préserver ces milieux humides. Quand vous êtes situé en bordure de mare ou de cours d'eau, eh ben, c'est peut-être important d'aménager des points d'abreuvement bien définis pour le bétail, pour limiter le piétinement sur l'ensemble des berges. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus et sur laquelle il existe aussi des financements. Préférez une fauche tardive pour permettre le développement des espèces spécifiques de ces milieux-là. Et puis signaler tous les travaux hydrauliques que vous prévoyez pour être sûr d'être dans les règles de l'art. Donc, comme je le disais, sur certains territoires, vous pouvez bénéficier d'aides financières en contrepartie de la mise en place de mesures respectueuses de l'environnement. Donc, il faut pas hésiter notamment à se rapprocher des chambres départementales d'agriculture qui vous seront de beaux conseils sur ce sujet-là. Si vous êtes un forestier ou une forestière, donc voilà, que vous avez une production de bois, eh ben, il est aussi possible de réduire vos impacts sur ces milieux naturels. La première chose est peut-être d'utiliser des kits de franchissement des cours d'eau. Voilà, on a tendance à pas forcément les prendre en compte dans la gestion forestière, mais voilà, par le fait de traverser les cours d'eau sans prendre les bonnes mesures, et ben, on vient altérer le milieu. Et donc, c'est des choses qui sont simples à mettre en place et voilà, sur lesquelles il faut se pencher. Et puis enfin, si vous êtes, enfin, normalement, vous êtes tous, vous pouvez avoir plusieurs casquettes, donc vous êtes tous au moins citoyens ou citoyennes. Et donc, bah, dans votre jardin, commencez par bannir les herbicides, mais aussi les pesticides. Essayez d'utiliser des produits biodégradables pour le ménage et la lessive, de façon à préserver la qualité des eaux qu'on rejette. Et puis, bien sûr, ce qui paraît primordial, mais voilà, économiser l'eau, c'est que c'est un bien qui est précieux. Et voilà, on a eu une année particulière sur 2024 où on n'a pas eu trop affaire aux restrictions d'usage de l'eau. Mais il faut bien se dire qu'on a eu une année qui était quand même exceptionnelle. Et voilà, on a connu les années précédentes de nombreuses restrictions et c'est des choses qui risquent de revenir sur les années à venir. J'en ai terminé pour le gros de la présentation. Donc voilà, pour petit rappel, donc le pôle milieu humide de Bourgogne-Franche-Comté agit directement en faveur de ces milieux humides-là à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un programme qui est porté par les conservatoires d'espaces naturels de Bourgogne et de Franche-Comté et pour lequel les missions sont donc d'apporter des outils mutualisés et des conseils techniques, de dynamiser un réseau d'acteurs sur les milieux humides et d'être un relais aussi entre les structures et vers les experts plus locaux. Et donc, si vous avez n'importe quelle question qui concerne les milieux humides, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, vous avez mes coordonnées pour la partie Bourgogne juste en dessous. Et puis, les coordonnées de ma collègue Manon Gisbert, qui travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté. Et du coup, elle gère plutôt la partie Franche-Comté. Donc, n'hésitez pas à prendre nos coordonnées et puis à nous faire parvenir si vous avez besoin d'une information, d'un conseil. On tâchera de vous répondre le plus rapidement possible. Du coup, on peut peut-être passer, ou peut-être que je te coupe, tu avais peut-être encore d'autres choses à dire.
J'allais, oui, juste refaire un petit point. Bah voilà, donc c'est notre pôle milieu humide, il est porté par les conservatoires. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment les conservatoires d'espaces naturels, voilà, on est une structure associative qui base ses missions sur 5 grands axes. Donc on va les reprendre ensemble. Donc le premier, c'est vraiment de connaître les milieux et les espèces pour mieux adapter la gestion sur les sites. Le deuxième, c'est de protéger les milieux, la faune et la flore menacées via des acquisitions ou des conventions avec des propriétaires, qu'ils soient privés, des collectivités ou autres. C'est aussi de gérer les milieux par des techniques respectueuses de la biodiversité, souvent en partenariat avec les agriculteurs. C'est valoriser les espaces naturels remarquables, les faire découvrir et sensibiliser le plus grand nombre à leur préservation. Et enfin, c'est aussi accompagner les projets de territoire et les politiques publiques relatives à la biodiversité, l'eau et l'agriculture, et animer des programmes régionaux et des réseaux comme le pôle milieu humide. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations sur notre structure, à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn ou Instagram, à vous abonner à notre newsletter. Donc, le formulaire d'inscription est disponible sur notre site web seine-bourgogne.fr. Et même si vous le souhaitez, d'adhérer à l'association, ça nous permet toujours aussi de mener à bien différents projets grâce aux dons des différents adhérents. Voilà pour la présentation. Donc, comme le disait Estelle, je vous propose qu'on passe à une petite phase d'échange, de questions-réponses, Oui, si vous le souhaitez. j'en ai noté quelques-unes déjà de questions. Oui. Donc, on a Fabien qui nous pose la question, quelles sont les conditions pour recenser les milieux humides et est-ce que la combinaison de l'IA et des images satellites pourrait être envisagée pour identifier ces zones humides non recensées? Peut-être Fabien, ouvrir le micro et à ce moment-là, voilà, si vous avez peut-être des choses à apporter par rapport à cette question. Ben, bonjour, pas trop d'autres trucs à rajouter. C'était plus ouais, pour savoir quels étaient les critères pour recenser ces zones humides, si c'était que visuel, s'il fallait prendre des mesures dans le sol, s'il fallait se rendre sur place. Savoir un peu Oui. plus pour ça et comment on pouvait faire pour justement les recenser plus facilement. Et ben alors pour faire de l'inventaire des milieux humides, voilà, comme je le disais en introduction, il faut que la zone qui est inventoriée, elle respecte au moins un des deux critères, c'est-à-dire soit avoir un sol qui est gorgé d'eau, hein, une partie de l'année du moins. Pour cela, on fait des sondages pédologiques, donc à l'aide d'une tarière, hein, tout simplement. On vient enlever une petite carotte du sol sur, on va dire, entre 60 centimètres et 1 mètre. Et puis, on observe dans notre carotte de sol si on a des traces d'hydromorphie, pardon, c'est-à-dire des traces d'oxydoréduction. Quand on a, en fait, l'oxydoréduction, c'est un phénomène qui a lieu quand on a des éléments ferreux dans le sol qui sont en contact, en fait, de l'humidité pendant un certain temps. On a, en fait, ce phénomène de rouille qui apparaît dans le sol. Et donc, ça nous permet de déterminer qu'on a eu un engorgement du sol pendant une période assez conséquente de l'année. Donc ça, c'est vraiment sur le critère pédologie. Et puis sur la flore, eh ben, c'est voilà, pouvoir recenser différentes espèces qui sont déterminantes de zones humides. On a une liste qui est définie par arrêté des espèces végétales qui sont déterminantes des milieux humides. Donc on fait ce travail-là. Et puis on essaye de remplir on fait ces inventaires dans des cadres qui sont quand même assez précis. On le fait à des échelles de territoire qui sont souvent à l'échelle de bassins versants ou de communautés de communes pour avoir une donnée la plus complète possible. Et puis on applique tout un cahier des charges qui est aussi un peu plus compliqué que je vous détaillerai pas ce soir, mais qui permet d'avoir un grand nombre d'informations sur la zone qui est prospectée. Donc non seulement voilà le sol et la flore, on va aussi venir mettre des annotations sur ses fonctions hydrologiques, sa fonction biogéochimique, les activités qu'il peut y avoir autour, les menaces qui peuvent peser aussi sur le milieu. On rentre vraiment tout un tas d'informations qui nous seront utiles après pour les phases de priorisation. Quand on veut travailler voilà, sur une priorisation d'intervention, on va prendre en compte en fait tous ces critères-là et ça va nous aider pour déterminer l'ordre de priorité sur lequel il faut intervenir. Et puis sur l'idée des photos satellites et de l'IA, c'est quelque chose qui est utilisé, notamment les photos satellites pour le moment sur la phase de prélocalisation. En fait, on ne se jette pas sur le terrain comme ça au hasard en disant ah bah tiens ici ça a l'air bien, ici non.
On fait tout un travail sur le territoire d'études en amont du coup de l'inventaire de terrain. Donc on fait un croisement de plusieurs cartes SIG. On croise aussi avec les photos satellites sur des lieux qui seraient plus spécifiques à accueillir des milieux humides. Donc voilà, la proximité des cours d'eau, la topographie, voilà, si on est sur plutôt un plateau ou si on est plutôt sur une fosse, un creux comme ça, on aura plus tendance à stocker de l'eau. Donc tout ça, c'est réalisé en amont. Et puis bah, pour l'IA, pour l'instant, on n'a pas encore de retour d'expérience là-dessus, mais je pense franchement que ça va pouvoir servir notamment sur ce travail de prélocalisation. On a déjà aujourd'hui des cartes qui sont faites à base voilà, de potentialités, d'algorithmes sur de la lecture de photos satellites. Donc, je pense que voilà, au fur et à mesure des mois et des années, on arrivera à gagner en précision et ça nous permettra de gagner un temps précieux sur la prise de connaissances à ce niveau-là. Ok, ça marche. Ça répond complètement à la question du coup. Merci beaucoup. Merci Fabien pour la question. Nous avons aussi une deuxième question donc, de Catherine qui nous demande est-ce qu'il y a une fonction hydraulique des zones humides en cas de sécheresse? Bonjour Alors Catherine. voilà, pour être sûr de comprendre la question, est-ce que c'est la fonction hydraulique qui est réalisée si on a un milieu humide qui s'assèche complètement? Comment Euh, est-ce que vous pouvez en préciser fait, la question? Clément, c'est parce que sur la fonction hydraulique, vous avez parlé sa fonction hydraulique en cas d'inondation, Oui, ce que présentent les bénéfices de la zone humide. Et je voulais oui, savoir si en cas de sécheresse, il y avait des bénéfices de la zone humide. En fait, c'est oui, ça. Ouais. bien sûr, je comprends. Oui, j'ai pas précisé. C'est vrai que j'avais les schémas qui précisaient justement le rôle sur la régulation des crues. Mais en fait, il faut vraiment vous imaginer que ces milieux humides-là, c'est des véritables éponges et que du coup, bah, quand l'eau arrive, eh ben, elles vont en stocker autant qu'elles peuvent. Elles vont vraiment se gonfler d'eau. Et puis, arrivé à la période estivale, hein, bien souvent, eh ben, les cours d'eau vont avoir des débits qui commencent à chuter. Et puis, bah, ces milieux humides-là, pareil, par l'augmentation des températures, la gravité, certains phénomènes comme ça, ils vont relarguer en fait toute l'eau qu'ils ont pu capter pendant la période de crue ou la période hivernale. Ils vont la relarguer tout doucement et ça va avoir un rôle sur le soutien d'étiage, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de conserver des débits dans les cours d'eau ils sont ce qu'ils sont ces dernières années, hein, avec les sécheresses importantes qu'on a connues. Mais ça joue vraiment un rôle justement sur le maintien de certains débits de cours d'eau par le relargage des eaux qui ont été stockées pendant l'hiver. Ok, parfait. Merci Catherine pour votre question. On a une autre question d'Antoine. Pourrez-vous expliquer une nouvelle fois ce qu'apporte l'intégration des zones humides dans un document d'urbanisme en termes de préservation? Oui, alors en fait, l'idée là de prendre en compte ces milieux humides dans les documents d'urbanisme, c'est d'avoir une idée quand on met en place un plan local d'urbanisme qui va définir où est-ce qu'on a des secteurs sur lesquels on va pouvoir développer l'urbanisation et d'autres où justement on va conserver des espaces un petit peu naturels. Si on a la connaissance en amont, on va pouvoir définir ces documents d'urbanisme-là en les prenant en compte. C'est-à-dire, si on se dit que voilà, on est sur un milieu humide, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas d'aspect réglementaire, mais quand on est sur un milieu humide, on a quand même une forte chance d'être sur quelque chose enfin, sur une zone humide qu'on peut appeler de réglementaire. Et donc là, il y aura voilà, la réglementation de la loi sur l'eau qui s'appliquera. Et donc de le prendre comme ça en amont, ça nous permettra d'avoir déjà une idée sur les zones sur lesquelles une agglomération, une ville va pouvoir se développer et sur les zones sur lesquelles il va falloir plutôt essayer de préserver ces milieux-là. Et c'est comme ça qu'on essaye voilà, de l'intégrer justement dans toutes les révisions de PLU, PLUI, dans les SCOT, d'essayer voilà, d'intégrer cette connaissance qu'on a du territoire dans ces documents-là. Bah, j'espère Antoine qu'on a bien répondu à votre question. Ok, il nous dit que c'est parfait, merci. Une dernière question de Clément. Quelles sont les études pour travailler dans vos domaines car je suis en cours de reconversion? Mais c'est très Alors, intéressant comme présentation. Merci Clément. bah, merci beaucoup.
Les études pour travailler, alors c'est quelque chose, c'est très large, hein. Au sein du Conservatoire d'espaces naturels, je pense qu'on vient tous un petit peu de milieux différents, avec chacun nos spécificités. Après, dans le cadre des reconversions professionnelles, la plupart du temps, voilà, pour rentrer, on va dire, dans la fibre environnementale au niveau des études supérieures, on pense souvent au BTS Gestion Protection de la Nature, qui est un BTS qui est assez bien réputé et qui permet d'ouvrir aussi la voie après si on veut prolonger sur des licences, master. Ça permet d'avoir déjà une bonne base. Donc, c'est ce vers quoi voilà, je vous orienterai si jamais vous souhaitez reprendre des études. Et puis après, voilà, tous les parcours sont aussi bons à prendre, hein. On prend des connaissances de partout. Et puis, il y a tout ce qui est fait aussi à côté sur le temps libre qui contribue à la connaissance et puis à cette fibre environnementale qui est utile dans nos métiers, quoi. Voilà, j'espère, Clément, qu'on a répondu en partie à votre question. Très bien, je vous remercie. Merci Clément pour ces questions. Est-ce que voilà, vous avez d'autres questions à poser? N'hésitez pas. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, soit via le chat, soit en ouvrant le micro cette fois-ci, puisqu'on a terminé la présentation. Est-ce que c'est vos derniers mots? Bon, Bon, je crois qu'on est voilà, je crois on a répondu à toutes les questions. Euh, ah. Du coup aussi, on a quand même une petite question sur voilà, quel a été ton parcours, Clément? Alors, mon parcours, ouais, bah, alors moi, c'est bien, c'est pas du tout Allez, le CV, on veut le CV. c'est c'est- c'est pas le parcours le plus atypique. Moi, j'ai commencé par des études de médecine qui n'ont pas fonctionné. Et donc, par force, on va dire, j'ai dû me reconvertir. Parti en licence de biologie, donc en sciences de la vie plus particulièrement. J'ai fait une licence générale avec un parcours biologie des organismes et des populations, donc qui est un petit peu basé sur on va dire les bases de l'écologie. Et à la suite de ma licence générale, j'ai fait le choix de faire une licence professionnelle par-dessus. Je voulais pas continuer en master. Et donc, j'ai fait une licence professionnelle en restauration écologique et développement durable. Et donc, c'est là que ça m'a permis de mettre un premier pied voilà, dans la restauration des milieux naturels. Et puis, après, autre chose que je peux conseiller pour les moins de 25 ans, c'est le service civique par lequel je suis passé aussi, qui permet de mettre un premier pied dans le monde du travail, dans des secteurs comme voilà, les syndicats de rivière ou certaines associations environnementales. C'est quelque chose de très enrichissant et qui permet voilà, de savoir vraiment, véritablement dans quoi on se lance, quoi. Merci Clément pour la réponse. On espère qu'on a répondu. Oui, bonsoir. C'est Catherine. J'aurais peut-être une autre question, si Oui, je bien peux me sûr, permettre. Oui, bien Catherine, sûr. allez-y. Je voudrais savoir si vous avez la possibilité de faire des conventions ORE. Oui, Ah, complètement. On a la possibilité de faire des conventions RE Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, les ORE, c'est des obligations réelles environnementales. Donc, en fait, c'est sur la base d'une convention qui est signée devant un notaire. Donc, il y a un acte notarié qui officialise un petit peu tout ça. Et c'est une sorte de convention sur lesquelles une collectivité, donc on fait partie voilà, des collectivités qui peuvent, en tant que structure environnementale, association environnementale, on peut se positionner comme tel pour signer une convention avec un propriétaire, donc privé ou public, hein, ça peut être une commune ou un propriétaire privé. Et dans cette convention-là, l'idée, c'est d'intégrer des obligations d'une part et d'autre, donc pour le propriétaire et pour le co-contractant soit des obligations de réalisation, de gestion, ou on peut même intégrer des interdictions de certaines pratiques. Et donc, effectivement, le conservatoire est complètement en capacité de rédiger et de signer des ORE. On en a déjà un peu moins d'une dizaine, je crois, là, qui ont été signés ces dernières années. Et c'est un outil qui se développe de plus en plus.
on est voué voilà, à en signer de plus en plus aussi avec les propriétaires. Si cela va à tout le monde, on va à ce moment-là clôturer ce webinaire. Je me permets de remettre ma petite tête. Hop, voilà, je l'avais enlevée. Euh, et de vous dire, voilà, Estelle Choucroune, voilà, je suis la responsable du pôle communication, sensibilisation et vie associative. Je m'excuse, je ne me suis pas présentée au début. Et c'est moi qui ai fait la régie ce soir. Voilà. Un grand merci Merci à à tous. Estelle. Eh bien, merci à tous pour votre Merci participation, beaucoup. votre écoute, vos questions. Et puis, on vous souhaite une belle soirée.